Le statut de l'enseignant, je trouve que c'est bon. Je crois que ça peut se négocier. Je suis d'accord que quand l'État a pris des engagements, il faut les respecter. Mais le statut de fonctionnalisation, je crois qu'il y a des États, la fonctionnalisation des enseignants, ça n'existe plus dans beaucoup d'États au monde. Des États modernes. Donc, en cela, les syndicats camerounais eux-mêmes sont conservateurs. Et ce n'est pas parce que ailleurs les enseignants ne sont pas fonctionnaires qui ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Quand les Camerounais, je vais vous dire, les Camerounais qui partent d'ici, qui arrivent au Canada, qui enseignent, ils ne sont pas fonctionnaires. Ils sont payés selon la loi de l'offre et la demande du marché du travail. Ils sont contractuels. Il y a très peu de pays qui ont encore des enseignants fonctionnaires. Mais il y a des pays où on contractualise, où les enseignants sont bien payés, ils travaillent dans de bonnes conditions. Parce que, chaque enseignant vient le matin, il signe la fiche de présence comme tout salarié. Et il est payé s'il fait 30 heures, 60 heures. En Côte d'Ivoire ici, il y a des enseignants qui touchent près de 1 million. Mais ils touchent près de 1 million parce qu'il a dispensé des cours pour 1 million. S'il veut gagner de l'argent, il va en cours, il dispense des cours pour 1 million. Et il touche 1 million. Mais vous ne pouvez pas payer un tiers d'enseignants qui dispensent 0 heure de cours. Ce n'est pas normal. Et tout ça, ce sont des ressources. Et tout ça, ce sont des ressources. Ce sont des ressources. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on s'asseye sur une table, autour d'une table, pour qu'on sache ce qu'on fait de peu de ressources. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'on s'asseye? C'est une décision politique. Oui. C'est une décision politique, la convocation du forum. Moi, je pense que c'est nécessaire. Oui, oui. Qu'est-ce qui coince donc? Pourquoi on n'arrive pas à s'asseoir? Même si c'est une décision politique, est-ce qu'on est réfractaire à s'asseoir pour poser les vraies problèmes? Je ne pense pas, mais je crois que c'est nécessaire. Je ne pense pas que ce soit qu'il y ait un problème particulier, mais je crois que c'est nécessaire. Il faut que tous les acteurs s'asseyent autour d'une table. Gabriel Chougem, en attendant qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, tous les acteurs de la chaîne éducative pour trouver les vraies solutions, au-delà des revendications, est-ce que les enseignants pensent également à leurs devoirs? Naturellement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de soucis par rapport à ces salaires et tout ce que vous avez énuméré, mais qui brillent par leur absentéisme quand même. Je voudrais vous dire que les statistiques indiquent que 10 enseignants environ quittent le Cameroun chaque mois. Environ 10 enseignants partent pour le Canada, où ils gagnent $35 par heure. Certains vous diront que tous ceux ne quittent pas le Cameroun sont là, mais elles ne partent pas dans leur lieu d'affectation. Non, attention, attention. Bon, je vais vous dire que n'est-ce pas. S'il gagne $35 par heure, c'est qu'il est de 500 000 francs, c'est pas grave. Fixons le taux horaire du Cameroun, nous ne sommes pas au Canada. Vous comprenez? Et que si quelqu'un donne le problème, vous tenez beaucoup au statut de fonctionnaire, les gens gagnent de l'argent. Le problème, c'est que comment même en arrive-t-on, comment fait-on pour que ces enseignants partent? Ils partent pourquoi? Pourquoi qu'ils ont pied de partir? Moi-même qui vous parle là, il y a de cela 10 ans, je serais parti. Hein. Ils partiront toujours. Il y a de cela 10 ans, je serais parti. Mais mon frère, vous comprenez? Le marché du travail, monsieur le maire. Ils partiront toujours. Les médecins partiront toujours. Les ingénieurs partiront toujours. Non, nous sommes dans un marché du travail. Je vous dis, ça c'est le panspiratisme. Ils partiront pourquoi? Excusez-moi, moi j'ai étudié en France. Les enseignants français partent au Canada. Monsieur le maire. Vous connaissez le nombre d'enseignants français qui quittent et l'enseignement de l'université. Vous ne pouvez pas confisquer la parole aux États-Unis. Je vous dis non. Vous ne pouvez pas confisquer la violence, monsieur le maire. Non. On va chercher à se vous ne pouvez pas confisquer la parole. Quand dans votre maison, vous avez des enfants qui partent, n'est-ce pas, mendier chez les voisins. Ils passent de porte en porte. Ils mangent le macabo, ils mangent le poisson là-bas, ainsi de suite. Pourquoi que c'est pas possible? Il va être mendiant. On ne peut pas l'éviter. Sa maison, ça ne va pas. On ne peut pas l'éviter. Ça ne va pas. Non. Je voudrais apporter on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Que pour autant, c'est-à-dire que si l'État met le minimum en place, les enseignants vont rester y travailler. Lionel Kougaba. Je voudrais apporter un éclaircissement sur l'exode au Canada. Oui. C'était pour dire aux citoyens et surtout aux enseignants qui nous écoutent que quand vous quittez ici pour le Canada, ce n'est pas toujours pour aller enseigner. La majorité, je peux dire 95% d'enseignants qui sont partis se sont reconvertis. Et certains regrettent, je peux vous le dire, certains regrettent d'avoir pris cette décision-là. C'est un domaine que je maîtrise très bien. Donc la majorité qui partent ne vont pas pour enseigner parce que déjà, il faut le dire, certains n'ont même pas le niveau pour enseigner là-bas. Bon. Ça, c'est clair.
Donc certains n'ont même pas le niveau pour enseigner. Donc ils font une reconversion dans d'autres métiers. Vous voyez quelqu'un qui est un AD au Cameroun, qui se retrouve au Canada, qui est commis de pharmacie, qui est rayonniste dans un supermarché. Mais ça paye plus que le salaire d'AD qu'il a ici. Donc il faut quand même amener les Camerounais à comprendre que ce n'est pas toujours l'Eldorado. Madame Nandi, en 2023, le gouvernement sénégalais a procédé à une augmentation salariale des enseignants de 100 000 francs à 295 000 francs par mois. Le Sénégal, qui est moins nanti que le Cameroun. Mais pourquoi c'est pas bon? Et encore que nous, les enseignants, le problème n'est même pas au niveau financier. Le salaire est parti de je voudrais vous rappeler que les enseignants camerounais sont parmi les enseignants les plus sous-payés ici en Afrique. Les plus sous-payés. Mais non, le problème n'est même pas tellement financier. Le problème, c'est tout ce que je viens d'énumérer. Je suis donc content que M. le maire est d'accord et qu'il ira voir sa hiérarchie pour que le forum national de l'éducation se tienne. Il ne vous a pas promis ça. Merci, M. le maire. C'est pas ma hiérarchie. Lui-même, c'est plein souvent. Il est du RDPC qui est le parti gouvernant. C'est votre hiérarchie. Yaya Bello, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? L'éducation au Cameroun tirée par les cheveux, mais qu'est-ce qu'on doit concrètement retenir? La rentrée, c'est demain. Non, je l'ai dit, je vais seulement répéter. Il faut de la volonté d'abord, volonté politique, d'opérer un virement, pas cosmétique, mais réel. Monsieur le maire a même parlé tout à l'heure d'un problème important. Vous savez, à chaque rentrée scolaire, vous allez entendre que tel nombre d'établissements clandestins sont suspendus. Mais vous êtes surpris de voir que ces établissements continuent de fonctionner jusqu'à la fin de l'année. Vous arrivez dans l'établissement, il n'y a pas d'espace de jeu. Il y a pas de cours de récréation, pas d'espace de loisirs. Pas de, même le matériel didactique. Pas de réfectoire, pas de toilette. Voilà, vous vous demandez donc que cet établissement dont on dit avoir suspendu, établissement clandestin, il fait comment pour que les enfants continuent? Les enfants continuent ils continuent à fonctionner. Vous demandez que mais ça c'est quel système ça? Et l'année prochaine, vous n'allez plus revoir l'établissement là sur la liste. Laisse-moi citer. Excuse-moi, Muriel. Vous savez, les parents vivent dans une précarité au point où lorsqu'ils voient la différence de 10 000 francs sur la pension, ils ne regardent pas la qualité d'éducation qui est faite, ils ne regardent pas l'environnement où l'enfant va fréquenter, ils ne regardent pas comment est-ce que si l'école est légale ou pas. Je dis juste une différence de 10 000 francs sur la pension. Parce qu'ils n'en ont pas. Et il se dit, en payant 140 000 au lieu de 150 000, il bénéficie quand même 10 000. C'est comme ça que c'est comme ça là que les gens se retrouvent dans ces établissements-là. Moi, j'ai un programme. Je travaille sur un programme qui me permet d'aller dans les lycées et collèges de Yaoundé. Il y a des collèges où vous arrivez, vous trouvez par classe 2 enfants. Par classe. Et c'est un collège qui fonctionne. Parfois, quand vous regardez le nom sur la liste que le ministère de l'enseignement secondaire vous donne avec la localisation, pour que vous arrivez même au collège, mais c'est un parcours de combattant. Vous posez la question, quand il pleut, les enfants font comment pour arriver là? Donc, il y a beaucoup à faire dans le secteur d'éducation. Moi, je pense que les parents doivent d'abord prendre des renseignements sur le type d'établissement où ils veulent envoyer leurs enfants. Parce qu'on ne doit pas seulement aller confier nos enfants aux gens parce qu'on n'a pas de moyens et tout. Non, c'est pas possible. Que l'État aussi prenne des engagements à assurer l'éducation des citoyens camerounais. C'est un droit. C'est un droit et un devoir pour l'État. Voilà, je continue. Il y a aussi une sorte d'affairisme qui prend corps au moment à période de rentrée, que ce soit dans les établissements publics ou alors dans les établissements privés. Dans les établissements publics, vous savez que les proviseurs vendent souvent des places. Oui. Sixième seconde. Vous savez que ça se fait. Tout le monde sait que ça se fait. Il s'appelle ça le gombo. Un phénomène courant dont on parle. Parfois, vous avez les preuves, ça se fait, vous l'avez vécu. Je dis, c'est un secret de polichinelle. Si vous l'avez vécu, il y a des preuves. Il n'y a pas de souci, je n'en ai pas. Mais je vous dis, c'est un secret de polichinelle. Non, moi je la comprends, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi quand j'étais au lycée, bon, j'étais le nom de mon lycée. Nous, on savait que après la rentrée, après le mois de septembre,
notre proviseur prend les vacances, il part en France. Il fait 2 semaines. Donc ces vacances, c'est toujours après la rentrée. Suivez mon regard. Et comme le proviseur a été très gentil, il donnait souvent 4-5 places à chaque enseignant pour que l'enseignant aussi se fasse quelque chose. C'est comme ça qu'il partageait. Vous allez voir un enseignant qui prend quelqu'un, un élève. Vous avez enseigné là-bas, mais vous avez fréquenté là-bas. J'étais élève. Un enseignant prend un dossier au quartier. Au quartier, il met l'enfant parce que le proviseur lui a donné 4 ou 5 places. Moyennant quelque chose. Voilà. Dans les établissements privés, qu'est-ce qu'ils font? Dès que les résultats sont sortis en juillet, ils donnent parfois 2 semaines aux parents. Pendant les vacances, en juillet, 2 semaines. Si vous ne venez pas payer la pension entièrement, votre enfant va perdre sa place. La majorité des collèges confessionnels. Voilà. C'est-à-dire qu'avant demain, là, avant le lendemain, le 8 septembre, là, vous allez voir que beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, et j'ai dit tout à l'heure que Dieu bénisse tous les parents. Oui. Vraiment, ce que les parents font pour leurs enfants, il n'y a que Dieu qui puisse les récompenser. Amen. Donc, vous allez voir que beaucoup d'enfants ont déjà perdu les places dans les collèges où ils étaient. Il faut encore que les parents viennent acheter les places. Donc, il y a cet affairisme-là qui est connu, qui est su, qui est entretenu. Mais donc, rien n'est fait. Rien n'est fait. Vous allez encore me demander les preuves. Je n'en ai pas. Donc, pour dire que nous avons tous convenu que le système éducatif, c'est un corps malade. Là, cette maladie a commencé depuis longtemps. Donc, n'attendons pas que ce malade meure. Il faut le soigner. Et j'ai dit cette année-ci, c'est une opportunité pour le Cameroun. Il faut qu'on change beaucoup de choses. Et le système éducatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de cosmétisme à faire. C'est-à-dire lorsque les enseignants vous disent OTS et tout, vous allez recevoir dans les ministères, vous devez donner les cacahuètes et l'argent des taxis. Non, c'est fini. Le cosmétisme là, il faut arrêter. Pour résoudre le problème. Voilà, il faut résoudre le problème. Et on a convenu que la décentralisation, c'est une solution. Et on revient mais je voudrais quand même préciser à la suite de monsieur Bello que si nous prenions le terdième comme il dit là, je ne serais pas en train de parler comme je parle là. Attention. Non. C'est de bonne guerre. Attention. Non, je dis ceci. Moi, je ne trouve pas que ce soit un problème. Ça, ce sont des civilités. Lorsque vous arrivez, par exemple, chez monsieur le maire, comme ici, nous sommes là, on nous a donné quand même une bouteille d'eau, non? C'est des civilités. Ce n'est pas un problème. Ce sont des civilités. Moi, je ne dis pas que c'est un problème. Mais il faut résoudre les problèmes au fond. C'est d'accord. Et nous revenons donc à la question de départ, ce que je disais tout à l'heure. C'est un problème de volonté politique. D'accord. Avant le dernier tour de table, c'est la question. Oui, monsieur le maire. Je voulais dire, et ajouter ceci. On n'a pas assez insisté dessus sur la fracture scolaire. Il faut savoir de quoi nous parlons précisément. Nous avons dans les grandes villes aujourd'hui, aucun salarié ne met son enfant dans une école maternelle et primaire publique. Donc c'est privatisé. Donc c'est une réalité. Donc les syndicats, aucun cadre, si vous allez à Douala, aucun cadre aujourd'hui n'a son enfant dans une école maternelle ou primaire publique. Pourquoi? Mais je constate, je ne me demandais pas pourquoi, mais il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Parce que je peux vous dire que l'école du centre qui est au centre-ville, il y avait même tous les ministres du Cameroun avaient leurs enfants là-bas, tous les DG, tous les directeurs de ministère avaient leurs enfants à l'école publique du centre, certains expatriés mettaient même leurs enfants, pas à Fustel, mais à l'école du centre. Après, on a créé une école pilote, je parle du primaire et de maternelle, à l'école primaire bilingue de Bastos, qui était un modèle pilote et qui était censé se construire un peu partout dans les périphéries des grandes villes. Mais tous les ministres, tous les cadres, et même du ministère, moi j'habitais chez le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale où j'ai fait mon lycée, mais tous les enfants de la maison y allaient, c'était à l'école publique. Le fils des enfants du ministre Ngango y était. Aujourd'hui, quand j'y passe, j'observe attentivement qui entre, quel enfant entre. Ce sont les enfants qui viennent des sous-quartiers de Tchinga, de la briqueterie et tout. Il n'y a plus un cadre qui a son enfant dans cette très belle école. Et vous voyez ce que ça fait comme fracture. Parce que la mixité sociale, la mixité sociale fait partie des solutions pour tous les enfants, y compris ceux des milieux aisés
qui apprennent la réalité du Cameroun, qui cohabitent avec ceux qui viennent d'ailleurs. Ça fait partie de la formation citoyenne. Comme ceux qui viennent d'ailleurs s'émancipent en côtoyant les enfants des cadres. Et cette fracture-là est réelle aujourd'hui. Et quand on propose des solutions, moi je pourrais vous dire, vous les syndicalistes, si je suis chef d'État, comme je vois le secteur privé efficace dans la formation, je privatise tout. L'argent que je dépense, les moyens pour le secteur éducatif, je répartis, je divise, je donne 300 000 à chaque enfant. Il inscrit où il veut. Pourvu que le parent ait le résultat. Puisque l'État dépense cet argent. Bien sûr. Et le problème, c'est que l'État dépense cet argent aujourd'hui de façon inefficace. Et les enfants des milieux pauvres qui vont dans l'école publique se retrouvent encore plongés dans les inégalités. Alors que ceux qui mettent les enfants dans le secteur privé, où il y a la qualité, et où les salaires n'atteignent même pas le tiers des salaires des publics. Malheureusement. Non, je vous dis malheureusement, mais moi je parle de l'efficacité du résultat. Donc moi personnellement, je peux privatiser tout et je donne cet argent à chaque enfant à mettre son enfant où il veut. C'est concevable. Et je pense que ce serait même plus efficace qu'actuellement. Mais moi, ça me gênerait qu'il n'y ait pas une école publique républicaine. Or, elle n'est plus républicaine aujourd'hui. Elle n'est plus républicaine. Et asseyons-nous donc pour que nous refondions une école publique républicaine. Moi, dans ma commune, j'ai décidé que dans les écoles primaires, maternelles publiques, ça doit être aussi propre à chaque rentrée autant que possible que les écoles privées. C'est pour ça que même les projets de création de certaines écoles privées en Goumou sont morts. Et hier soir, j'ai vu des parents aller visiter avec les enfants avec fierté des nouvelles salles de classe réhabilitées. J'ai fait la promesse. Ah, l'enfant, oui, c'est ici, c'est ma classe ici, je ne la reconnais pas. C'est ce que nous devons faire de l'école publique. C'est ce que nous devons faire. Et tous ensemble, on doit mettre les moyens qui sont déjà colossaux, mais qui sont gaspillés, qui sont colossaux pour qu'il y ait ces résultats. Il n'est pas normal que l'école publique soit la dernière de la République. L'école publique doit devant même l'école privée. En principe. L'école privée. Et que les parents aient donc le choix. Aujourd'hui, primaire, maternelle, secondaire, les parents n'ont pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il faut offrir ce choix-là aux parents. Aujourd'hui, on n'a pas de choix. Quand vous dites les écoles n'ont pas de toilettes et tout ça. Mais quand vous prenez un quartier qui abrite 500 000 habitants, où le maire n'a même plus un mètre carré pour construire une école, où chacun, donc chaque parent, pour éviter que l'enfant n'aille loin, il met l'enfant dans l'écurie qui est créée à côté dans un appartement. Moi, je connais des quartiers, j'ai des parents qui me disent, mais mon enfant a atteint l'âge scolaire, c'est maintenant que je me rends compte qu'il n'y a pas une école maternelle dans un public ou primaire dans un rayon de 3 km. Mais qu'est-ce que je fais dans le nouveau quartier où je suis? Je suis obligé d'aller mettre, et certains vont mettre dans une école privée où ils payent 200 000 ou plus. Mais quand ils y vont voir de près, ils constatent même que le résultat, les conditions ne sont pas remplies. Donc il faut qu'on offre le choix et qu'on s'asseye, qu'on offre le choix aux parents et qu'on refasse de l'école publique une école d'excellence. C'est pour ça qu'on parle d'inclusivité lors de ce forum. Même les parents doivent être représentés. C'est ça. Un dernier tour de table sur cette première thématique annoncée de ce programme. Une seule question, la même à chacun d'entre vous. C'est vrai, nombreux sont ces élèves-là qui prendront le chemin des classes demain, mais nombreux également resteront dans leur maison. L'accessibilité à l'école au Cameroun, réalité ou fiction, votre regard. Quelques secondes pour chacun. Lionel Koungaba. Moi, je pense que on est arrivé à un point où nous avons tous constaté que ça ne va pas et qu'il faut urgemment convoquer le Forum national pour permettre à ce qu'on repense notre système d'éducation. La deuxième chose, c'est que les parents qui sont encore réfractaires, qui pensent encore qu'il y aura un quelconque trouble pour empêcher que l'école commence, vraiment, nous encourageons à aller et nous encourageons également, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités, trouver des solutions aux problèmes des enseignants pour que, effectivement, l'école commence demain. Yaya Bello. Alors, je veux profiter pour dire quelque chose parce que beaucoup nous demandent si l'agenda, en tout cas le calendrier électoral, va influencer sur la rentrée. Je dis il n'y a aucun lien direct entre l'agenda politique et la rentrée scolaire. Vraiment,
envoyer vos enfants à l'école. Parce que beaucoup disent que non, il faut qu'on attend que l'élection présidentielle. C'est pas. J'ai dit non, l'élection présidentielle était prévue, connue depuis 2018. On sait qu'en octobre 2025, il devait avoir une élection présidentielle. Ce n'est pas une surprise. Même les régionales, j'ai entendu les gens critiquer pour critiquer. On savait que depuis le 6 décembre 2020, que le mandat des conseillers municipaux régionaux court 5 ans. Et qu'en décembre, ou plus tard décembre 2025, on devait renouveler. Donc l'agenda politique n'a aucun rapport avec la rentrée scolaire. Envoyez vos enfants à l'école demain. Mais malheureusement, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les enfants n'iront pas à l'école demain. Parce qu'il y a des parents qui continuent à tirer le diable par la queue. Et je leur dis beaucoup de courage. Battez-vous parce que je sais qu'il n'y aura aucun parent qui va laisser son enfant à la maison pendant que les autres enfants vont à l'école. Donc, ils vont le faire, mais peut-être ça ne sera pas demain. Gabriel Chougem. Oui, je voudrais dire que je termine, n'est-ce pas, cette première manche de débat avec beaucoup d'espoir, notamment quand j'ai compris, monsieur le maire est tombé d'accord avec moi, que, n'est-ce pas, la tenue du forum de l'éducation doit être faite dans un délai assez bref. Je suis content, lui qui est un haut responsable du parti au pouvoir, je crois qu'il va rencontrer, n'est-ce pas, tous les leaders de ce parti pour que nous nous asseyons dans les prochains jours sur une table pour résoudre les problèmes de l'éducation. Dans une salle, ceux de nos enfants, vous vous asseyez autour de la table chaque jour. Pour résoudre les problèmes de nos enfants, de nos parents et de l'école camerounaise en général. Je rappelle bien, quand on dit Forum national de l'éducation, il s'agit de l'école maternelle, de l'école primaire, du secondaire et de l'enseignement supérieur. C'est tout le système éducatif national qui est mis sur la table. Très bien. D'accord, monsieur le maire. Je suis d'accord qu'il faut ce forum, même comme nous ne viendrons pas avec la même valise de propositions. La même valise de propositions, je pense que c'est nécessaire pour une utilisation efficace des ressources que nous avons et pour nous aussi de bons partenariats avec nos partenaires, les étrangers qui nous apportent un appui dans ce domaine crucial. C'est l'avenir du pays qui se joue dans le système éducatif. Je prendrai l'exemple de la carte scolaire qu'on n'a pas évoquée ici. Dans le secondaire, il faut la réviser totalement. Il faut la réviser totalement parce que, justement, parlant de gaspillage de ressources, je crois qu'il y a des établissements secondaires qui ne sont pas fiables, 50, 60 élèves, un lycée technique, ce n'est pas fiable. Corriger ce qui a paru à l'époque comme une bonne intention. Un lycée technique, il faut satisfaire les élites. Un lycée technique par arrondissement, ce n'est pas fiable. Il faut un grand établissement professionnel par département, à la limite, ou même 2 départements conjointement, parce que c'est là où on peut mutualiser et mettre du matériel. Mais si les grands pays n'arrivent pas à construire un lycée professionnels, lycées techniques par département comme la France, ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Sinon, après, on dispensera des cours théoriques et les enfants sortiront avec des diplômes théoriques alors qu'ils vont dans ces lycées techniques pour acquérir des compétences, des qualifications. Et ce sont ces qualifications et l'accès à un métier qu'il faut préparer à nos enfants. Je crois que c'est essentiel. Donc, il faut qu'on s'asseye, qu'on revoie et qu'on corrige effectivement ce qui doit l'être. Et c'est urgent de corriger beaucoup de choses. Merci. Mais ensemble, dans le dialogue, on peut tomber d'accord pour l'intérêt de nos enfants et surtout parce que les enfants sont l'avenir du pays, pour l'intérêt du pays. D'accord, voilà qui est dit pour cette première thématique de votre programme Grand Débat du 7 septembre 2025 sur Cam10 Télévision. On prend une légère transition et on revient.
sur ce plateau, c'est votre programme Grand Débat qui poursuit son bonhomme de chemin. Deuxième thématique annoncée pour ce débat, nous parlons de ces mots qui minent nos écoles. Recherche de solutions, comment éradiquer ces mots qui auront miné l'année scolaire 2024-2025. Beaucoup d'histoires effrayantes, des querelles enseignants-élèves, consommation de stupéfiants, où va la jeunesse? Essayons donc ensemble de mettre nos contributions pour avoir une année scolaire saine. Lionel Kougaba, beaucoup d'entaches l'année scolaire qui s'est achevée, consommation de stupéfiants, des querelles enseignants-élèves. Comment faire pour en sortir pour cette année 2025-2026? Alors, vous savez, lorsque moi j'étais à l'école primaire, il y avait chaque matin ce que nous on appelait l'éducation civique. Je crois que ça a disparu. Et c'était très important. Très important parce que ça permettait de conscientiser les enfants, de sensibiliser les enfants et de les amener à comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, à l'ère de la modernisation, à l'ère du numérique et à l'ère du changement où les enfants ont accès à Internet, ont accès à la télévision et ont accès à des chaînes où des programmes sont présentés avec tous ces déboires-là, ils essaient de copier. Vous savez, les enfants copient vite. Et surtout ce qui est mauvais. Donc, c'est qu'on a perdu la main de sensibilisation autour de ces enfants-là. On a perdu la main du contrôle même. Je voudrais féliciter le délégué général à la sécurité nationale pour avoir créé toute une brigade qui est chargée du contrôle des établissements scolaires. Ils font un travail. J'ai une stagiaire qui a travaillé avec moi sur un projet et qui a fait les recherches dans cette unité qui a été créée. Ce que j'ai découvert après ça, c'est qu'il y a vraiment du mal dans les lycées. Parce qu'elle a eu l'autorisation d'avoir accès aux archives. 2024, année scolaire 2024-2025, j'ai dit c'était terrible. Uniquement la ville de Yaoundé. N'en parlons pas des autres villes. Donc il y a urgence déjà de prendre des dispositions à l'école et les enfants ont des techniques de dissuasion. Lorsque vous êtes en train de fouiller le sac, l'enfant a caché le comprimé, la drogue et autres dans la chaussure. Entre la chaussure et la languette, vous enlevez même ces chaussures, vous ne voyez rien, mais l'enfant l'a dit. Donc, je pense qu'il y a vraiment urgence à ce que les établissements puissent renforcer la sécurité déjà et qu'on amène les enfants, les camarades de classe à dénoncer et qu'il y ait des méthodes de protection parce que la majorité des enfants ne dénoncent pas parce qu'ils sont menacés, ils ont peur de la répression qu'il y aura après. Autre chose, c'est que il y a beaucoup de laxisme autour, surtout les écoles publiques, beaucoup de laxisme autour des différentes écoles. Vous ne pouvez pas imaginer que à côté d'un lycée, vous avez au moins 3 bars. Les enseignants aussi, ils boivent. Non, on ne refuse pas que les enseignants boivent. Il y a une cantine où on peut réguler facilement, mais au bar, à l'extérieur, on ne peut pas réguler. Vous êtes en classe, en train d'enseigner, il y a la musique du mbolé qui est en train de passer là. Mais ce n'est pas seulement que des lycéens. Certains collèges également ont des bars juste je dis bien, je suis en train je parle des... J'ai pris l'exemple des lycées parce que je crois quand même que les lycées ont même cette capacité de pouvoir demander à l'autorité publique de ne pas... Sans te couper, regarde le lycée des Sauces, lycée bilingue de Sauces. Oui. Tu t'imagines les bars qui sont à côté. Mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, vous êtes en plein cours, la musique qui est en train de passer, c'est l'ombolé. Au lieu que l'enfant écoute le cours, il est plutôt en train d'écouter la musique qui est en train de passer. Autre chose, c'est que certaines personnes, il faut faire les enquêtes de moralité avant de recruter certaines personnes dans le corps, surtout les surveillants. Parce que la majorité des dealers dans les établissements sont les surveillants. On les paye un salaire de rien du tout. Ils sont là, très motivés. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'ils sont très motivés. Ils sont très motivés parce qu'ils ont un marché. Ils sont très motivés parce qu'ils sont ils ont l'accès et personne ne les contrôle. Avec ces enfants, ils peuvent donc le faire.
il y a ça. Donc je pense que on a tous, que ce soit le parent, les enseignants et les autorités, on a tous une part de responsabilité. Les parents aussi à la maison ont laissé les enfants, ont délaissé les enfants. Quand vous allez inscrire les enfants à l'école, vous croyez directement que ça incombe à l'établissement et à l'état de... Non, vous deviez commencer cette éducation à la maison. D'accord. Yaya Bello, il faut dire que nombreux en parlent. Ces parents-là qui se sentent soulagés une fois la rentrée scolaire annoncée parce que, dit-on, ils abandonnent le suivi de leurs enfants à ces enseignants-là et s'en détournent. Évidemment, l'éducation commence à la maison. C'est-à-dire, à la maison, vous devez être strict avec les enfants. C'est-à-dire, déjà, on parlait de l'utilisation de ces gadgets, de ces téléphones et autres. C'est à la maison que ça commence parce que c'est les parents qui achètent des téléphones aux enfants. Nous, quand on était petits, quand le parent voit à la maison un objet qu'il ne connaît pas, c'est les problèmes. D'aller montrer où vous avez trouvé ça. Si c'est un ami qui vous a donné, alors vous partez avec le parent à la maison de cet ami-là pour dire aux parents de l'ami que bon, voilà, votre enfant a donné à mon enfant ceci, vraiment je n'en veux pas. Donc il faut être strict. Maintenant, quand les enfants sortent de la maison pour aller à l'école, même le moyen de transport, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos enfants sont transportés par ces motos-là que vous voyez dehors. Je n'ai aucun problème avec eux, ce sont les Camerounais aussi. Enfin, souvent, parfois, c'est les Camerounais, mais on sait aussi qu'il y a des étrangers qui sont là-dedans. Donc, c'est des gars qui portent nos enfants. Ils vont à gauche, à droite, ils font des dépassements partout, parfois sous des camions et tout. Ils portent les enfants, parfois 4-5 enfants sur une même moto. Alors ça, il faut. Et les accidents, c'est quasiment quand vous êtes à l'hôpital général. Vous allez voir à partir de demain, aller à l'hôpital général. Chaque heure, vous avez un cas d'accident de moto qui implique des élèves. Il faut voir ça, il faut interdire. Moi, je pense qu'il faut interdire aux élèves de monter sur ces motos. Et ça commence par les parents. C'est même mieux que les enfants aillent à l'école à pied. Moi, j'étais à la briqueterie quand je faisais le collège. Je partais de la brique à Biémassi à pied. J'arrivais à l'heure, je ne me dérangeais pas. On me donnait l'argent, mais je préférais marcher à pied avec certains de mes camarades. J'arrivais à l'heure. Donc l'enfant peut marcher à pied. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont comme des sénateurs. Ils ne marchent pas à pied. Mais il y a les parents qui vont vous dire que ce que j'ai subi un peu comme souffrance, entre guillemets, je préfère faire éviter ça à mon enfant. Non. Il faut que les enfants apprennent à marcher à pied. Ou alors... Comme dans l'ancien temps. Oui, s'ils ont les moyens. En tout cas, éviter ces motos-là, qui les mettent en danger. Les établissements aussi doivent les interdire. Maintenant, dans les entrées des établissements, à l'époque, dans notre lycée, on avait une proviseure, cette fois-ci. Elle est au lycée tous les jours à 6h30. Et elle fait contrôler, elle place les surveillants généraux là, des secteurs à l'entrée. Chaque enfant qui entre, de la coiffure, en passant par les surveillants dans le truc, jusqu'aux chaussures, et même dans les salles, elle vérifie tout avant que l'enfant entre à l'école. Il faut recommencer avec ça. Il faut recommencer. Maintenant, Lionel le disait tout à l'heure, l'État, on revient toujours vers l'État, a sa part de responsabilité. Il faut organiser nos villes. Vous ne pouvez le lycée ou le collège doit être dans un environnement sain. Regardez par exemple le lycée bilingue de Sauce là. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a les bars, les snacks 24 sur 24? Non, il faut organiser ça. Il faut un environnement sain. Maintenant, il faut la répression. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, des enfants vont à l'école avec les couteaux, avec les stupéfiants et autres. Donc bref, c'est un problème systémique qu'il faut commencer à résoudre dès la maison jusqu'à l'établissement. D'accord. Gabriel Chougel, beaucoup d'interrogations élèves-enseignants. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On appelle ça violence en milieu scolaire. Cette violence-là, n'est-ce pas, est causée par la négligence des parents à domicile et par le laxisme de la discipline scolaire. Vous allez voir dans un établissement scolaire où les surveillants ne s'y mettent pas. Même les élèves qui viennent en retard entrent comme si de rien n'était. Alors, voilà l'une des causes, n'est-ce pas, de la violence en milieu scolaire. Mais moi, je préfère mettre l'accent surtout au niveau de la maison. Vous savez que tout part de la maison. L'éducation, c'est d'abord la maison. L'enseignant au niveau de l'école ne fait que continuer ce que le parent commence à la maison. Or, si le parent n'a rien fait à la maison, c'est fini, hein, c'est gâté. Ah, c'est gâté. Bien, il faut également noter le problème de tricherie
à l'école. La tricherie, n'est-ce pas, est causée par la défaillance des enseignants et par la malhonnêteté des enseignants, des élèves eux-mêmes. Certains enseignants sont même complices. Et oui, il y en a qui sont complices, puisqu'ils prennent l'argent aux enfants. Je voudrais insister sur le problème de la prostitution en milieu scolaire. La prostitution en milieu scolaire causée par des enseignants véreux, d'une part, et par des élèves, n'est-ce pas, délinquants, comme je l'ai dit. Oui, parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect de choses. Oui. Voilà. Il y a également, n'est-ce pas, la présence des écoles clandestines dont l'éradication consiste en la fermeture par les services compétents du Minedub, du Minesec et du Minesup. Enfin, je peux terminer, n'est-ce pas, par le problème récurrent des échecs en milieu scolaire qui doivent être jugulés par une synergie parents-enseignants appuyée par l'État. Monsieur le maire. Alors, je commence par le point commun, parce que c'est par là que moi j'allais commencer, que j'ai avec le représentant des syndicats ici. Je crois que le problème de l'échec scolaire